Nous sommes très heureux de vous savoir si nombreux à prendre part à ce banquet scientifique qu'organise notre alma mater, l'Université catholique de Kinshasa Omnia-Omnibus. Bien avant d'entamer notre programme, nous vous prions de bien vouloir garder silence pour que nous prions afin de laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Nous prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ton Père, nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes afin de nous instruire, afin de nous nourrir scientifiquement. Nous voulons dans tes saintes mains laisser ce moment si riche en très cordialement, très chaleureusement, et vous souhaite la cordiale bienvenue à cette toute première journée scientifique de notre faculté des sciences de l'information et de la communication. En vous exprimant ma profonde gratitude pour votre présence à cette messe scientifique, je tiens aussi à souligner l'actualité du thème choisi pour nos échanges de ce jour, thème qui est lié à la situation de la guerre d'agression que connaît notre pays actuellement. Au fait, notre faculté, en prenant pour thème de cette journée scientifique la communication en temps de guerre, s'inscrit résolument dans la droite ligne des dispositions émises par l'autorité des tutelles qui nous appelait à unir nos efforts sur le front scientifique pour poser des stratégies et des pistes des solutions pour bouter dehors l'ennemi qui nous agresse. Je remercie de tout cœur les illustres conférenciers qui ont accepté volontiers de participer à ce banquet scientifique, bien concocté par notre faculté des sciences de l'information et de la communication, sous la conduite du doyen, le professeur Jean-René Mabillo, à qui j'exprime toute ma gratitude pour son engagement résolu pour les rayonnements de cette faculté. Merci à son Excellence, Monsieur le Ministre Patrick Mouyaya, qui va nous rejoindre incessamment. Merci à Monsieur le Président Christian Bousséré, du César, que nous avons interdit ou nous avions interdit à ce que l'on dise que Goma est tombé. Non, pas du tout. Nous n'avons jamais interdit aux gens de dire que Goma est tombé. Seulement, on a dit aux gens et aux médias d'annoncer cette nouvelle avec beaucoup de précautions, mais avec des autorités sur place, pour éviter à ce que ça parte dans tous les sens. Parce que vous le savez très bien, lorsque un journaliste veut parler de la médecine, eh bien, il fait appel à un médecin. Et je trouve que c'est tout à fait normal que lorsqu'on veut parler des opérations militaires, que l'on fasse appel à ceux qui savent mieux le faire, l'armée et les autorités officielles. La preuve, l'université, pour parler de cette question de la guerre, ils ont invité le général, ils ont invité la régulation, ils ont invité la réglementation, et bien d'autres conférenciers, puis un journaliste. Je crois que les résolutions de cette conférence seront plus ou moins d'autorité, parce que les experts sont là. Donc c'était important pour moi de faire cette mise au point. Mesdames et messieurs, je ne suis pas ici pour flatter les oreilles, je suis ici pour réveiller les consciences. Pendant que nous parlons de liberté d'expression, pendant que nous débattons de régulation, le droit à l'information, le pluralisme médiatique, 2 grandes villes et quelques territoires sont sous occupation étrangère, sous occupation de voyous, de bandits et de renégats, puisque depuis un certain temps, on ne peut plus les considérer comme un groupe armé, non plus comme une sorte de milice, mais en réalité, ce sont de voyous qui tuent, qui violent, qui pillent, qui
qui dénigrent, qui n'ont aucun respect pour la vie humaine, ces gens n'ont pas de cœur et n'ont pas de foi. À l'est de la République, c'est le sang qui remplace le lac, le cri remplace la joie. C'est infernal et c'est inacceptable. Je ne vous parle pas de la mort d'une personne, pas de deux, mais des centaines de personnes. Mais devant ce fléau, certains médias, certains journalistes, certains intellectuels ont choisi de tourner le regard. Ils sont dans le déni complet. Et ça, c'est inquiétant. Même le haut lieu de savoir, certaines universités ne consacrent même pas une heure pour en parler. Donc je félicite énormément cette université, ce haut lieu de savoir qui a autorisé et qui a permis à ce que nous puissions parler de ces phénomènes, puisqu'il est important de conscientiser les Congolais. Mais des grandes questions, quel est ce journalisme qui ne recense pas les morts? Quel est ce micro qui choisit d'éteindre la douleur, d'effacer les larmes et de censurer les cris? Quel est ce journaliste? Au mieux, cet intellectuel qui devient complice, en silence ou en verbe, de ceux qui violent nos terres et assassinent nos enfants. Le temps de la trahison médiatique et intellectuelle a sonné, mais nous devons l'arrêter net. Le journalisme, dans certains cas, est devenu, en République démocratique du Congo, un champ de trahison multiple. Trop de journalistes ont capitulé, pas tous. Certains n'informent plus, ils intoxiquent. Il y en a qui ne dénoncent plus, mais par contre, ils décorent le mal. Certains intellectuels n'éveillent plus, ils endorment. Ils ne défendent plus la République, ils marchandent la conscience aux plus souffrants. Est-ce que les médias sont complices du silence? Je suis tenté de dire certains oui, mais certains non. Il y a des radios, il y a des chaînes de télévision, il y a des intellectuels, des grands forums, des sites d'information qui consciemment nient le drame de l'Est. Ils vont plus loin à relativiser en cherchant qui portera le chapeau de l'erreur, mais qui portera le chapeau de l'horreur. Parce que dans nos traditions, lorsque le serpent entre dans la maison, on ne cherche pas à savoir qui a laissé la porte ouverte. On cherche d'abord à faire sortir le serpent de la maison, ensuite on va établir les responsabilités. Mais non, pour eux, il faut à tout prix un responsable. Et quand ils recherchent, s'ils ne le trouvent pas, vaut mieux que la maison brûle. Le plus important, c'est d'abord qui a laissé la porte ouverte. C'est irresponsable. C'est irresponsable de ne pas nommer les massacres des Kishiché. C'est inacceptable de ne pas nommer le massacre de Beni, les femmes qui sont violées à Bunagana, les paysans vers Minova et le reste, la population de Goma et de Bukavu qui vivent aujourd'hui dans la peur, qui vivent dans la peur et qui vivent dans la honte, tout simplement parce que le voyou ont pris les armes et les bandits font la loi maintenant. Et vous savez, un sage a dit, un peuple se détruit non pas parce que les gens font le mal, mais c'est parce qu'on remet aux faibles la gestion. Et lorsque les faibles ont la gestion, la société s'ébranle. Albert Camus disait, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. C'est ce que nous sommes en train de voir. Ces intellectuels, certains médias qui refusent de nommer le bourreau, ils deviennent partenaires de l'oubli. Et l'oubli, dans un contexte de guerre, c'est le tombeau de la justice. Que dire de ces politiciens? Que dire de ces journalistes mercenaires? Que dire de ces invités pyromanes? Certains journalistes ont tronqué leur carte de presse contre une licence de propagande. Ils reçoivent sur leur plateau des politiciens haineux, des communicateurs tribalistes, des manipulateurs d'opinion, et ils laissent vomir la haine, et parfois ils les applaudissent. Ces politiciens qui, au lieu d'accompagner nos forces armées, ils se mettent même à les critiquer, ils les mettent à les saboter, prétextant que l'armée est faible, prétextant que l'armée ne parvient pas. Pour eux, ils pensent que la guerre, c'est une discussion sur un plateau de télévision.
Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à ce que Ibrahim Traoré fait chez lui? Une fois que vous avez émis un point de vue contraire à l'armée, on vous prend et on vous amène au front. Battez-vous et montrez de quoi vous êtes capable. Je crois en le faisant, beaucoup de choses pourraient changer. Parce que c'est très facile de critiquer les autres, mais difficile d'agir et de faire mieux les choses. Les militaires congolais, en ce moment, sont des vrais héros. De vrais héros dans le sens où ils pouvaient être ingénieurs, ils pouvaient être techniciens, avocats et même journalistes. Mais ils ont choisi de tout abandonner pour protéger l'intégrité du territoire. Et on ne peut pas manquer d'estime à ces gens. C'est inacceptable. Et à ce journaliste, la question s'est posée, la déontologie, elle est où? Où est la déontologie? Aux intellectuels, où est la conscience? Cette responsabilité collective entre politiciens invités au plateau et même tout le public, nous devons nous poser la question. Les acteurs publics, quant à eux, ont appris à instrumentaliser les médias comme des armes de guerre psychologique. Ils intoxiquent, ils sapent les moelles des troupes, ils véhiculent la rumeur, le mensonge, l'insulte, et les journalistes leur servent, leur tendent le micro, leur offrent des prime time. Mais la responsabilité ne s'arrête pas là, ça devrait en principe nous inquiéter. La transition maintenant entre la vérité et les faits, et je l'entends souvent en tant que président de cette institution, les gens me disent, est-ce que vous nous demandez de mentir? Nous ne demandons pas aux gens de mentir, nous demandons aux gens de dire la vérité. Mais quelle vérité? Même Gandhi le disait, la vérité, quand elle est dite sans être habillée, elle cause beaucoup plus de tort. La vérité, il faut la dire, mais il faut l'habiller. Ce qui est différent de la maquiller. La guerre qui se joue aujourd'hui en RDC est d'abord une guerre médiatique. Les villes tombent avant qu'elles ne tombent. Et lorsque l'on dit qu'une ville est tombée, les populations se déplacent sans avoir vérifié les informations. Donc, dans un contexte de guerre, celui qui a l'information a gagné la moitié de la guerre. Voilà pourquoi les médias ne peuvent pas être neutres. Les médias doivent choisir, doivent nommer, dénoncer, documenter, compartir, s'engager. Parce que le journalisme patriotique, ce n'est pas de la dictature, c'est une nécessité historique. Souvenez-vous de ce que disait Florence Aubenas. Il disait, le journalisme ne consiste pas à dire tout se vaut, mais à rappeler que certaines choses sont inacceptables. Avant de terminer mon propos, je dois dire ce que les médias doivent faire et ce que les intellectuels doivent faire pendant que ce pays est en guerre. Mesdames et messieurs, il est temps d'éclaircir une confusion trop souvent exploitée. La liberté d'expression, ce n'est pas une prime à la délinquance. La liberté d'expression, ce n'est pas mentir, ce n'est pas manipuler. La liberté d'expression, c'est respecter ce que dit la loi dans le respect de l'autre. Ce n'est pas la liberté de faire tout ce que l'on veut ou de se taire. Il ne s'agit pas de demander aux journalistes de devenir de militaires. Il ne s'agit pas de demander aux journalistes de mentir. Mais quand le pays est menacé, les médias ont un devoir supérieur à recenser les morts, témoigner et nommer. Mesdames et messieurs, nous ne devons pas avoir peur de dire que M. Kagame est un sanguinaire. Nous ne devons pas avoir honte de dire que ceux qui tuent à l'est du pays sont de bouchers. Nous ne pouvons pas avoir honte de dire que tous ceux qui justifient la pratique de ce qui se passe à l'est sont tout aussi diaboliquement envoûtés que ceux qui leur ont envoyé là-bas. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce que font cette histoire de AFP, M23. Il n'y a pas d'autre mot. Des bandits et rien que des bandits. Et il faut le dire sans avoir peur. Il faut le dire sans avoir honte. Nous devons dénoncer. Et nous, au niveau du CESAC, nous avons trouvé une solution. C'est de sanctionner sévèrement ces médias-là. Mais pas seulement sanctionner, c'est encourager les médias à recenser, à documenter. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de nombreuses morts, mais on ne doit pas s'arrêter à des chiffres conventionnels. Nous devons avoir des chiffres officiels. Et ce sont ces médias qui devraient faire le même boulot, qui devraient nous aider à le faire. À Kishishi,
à Beni, à Bunagana, à Bukavu, à Walikale, à Minova, à Burunga, à Kanyabayonga. Dans tous ces territoires endeuillés, nous devons être en mesure de nommer. Et qui portera la facture? Qui payera la facture? Aux journalistes de nommer les responsables. Ici, les responsables, c'est le M23. Le responsable, c'est l'AFP ou l'AFK, j'en sais rien. Et les responsables, c'est tous ceux qui ont travaillé ici au pays, qui ont occupé des fonctions importantes, mais pour des raisons que nous ignorons, ont choisi d'accompagner et de légitimer cette guerre injuste et inutile. Mesdames et messieurs, le Congo vous sera reconnaissant si vous prenez une position aujourd'hui, c'est-à-dire, vous en tant que peuple, évitez de relayer des informations qui ne sont pas certifiées. Évitez de relayer des informations qui mettent en mal la République. Essayez de bloquer la route à la propagation de la propagande. Évitez de tomber dans le piège de ces derniers, de ces gens-là. J'étais personnellement en Côte d'Ivoire où j'ai rencontré TikTok, où j'ai rencontré Meta, et je leur ai dit la vérité. Je leur ai dit, les réseaux sociaux que vous avez chez nous permettent à l'enrôlement des jeunes et permettent aussi à la propagande des rebelles, donc des terroristes. Si vous ne faites pas attention, le gouvernement congolais sera dans l'obligation de couper ces réseaux-là si vous ne faites pas la médiation. Et ne vous en faites pas, mesdames et messieurs, au nom de la paix, comme le disait Thomas Hobbes, la liberté ne vaut pas que la sécurité. Si la population congolaise est en danger, ces réseaux sociaux n'auront aucun sens. C'est à nous maintenant de bien utiliser ces réseaux sociaux et de ne pas accepter d'être le bon de la manipulation. Que Dieu bénisse la RDC et que Dieu bénisse l'armée congolaise. Merci. Même s'il n'est pas enseigné dans nos universités, mais constitue une grande branche qui est la communication. Et moi, j'ai suivi plusieurs formations en matière de communication opérationnelle ou des communications de guerre. Votre invitation témoigne de la confiance que vous faites à votre armée, et vous devez savoir que l'armée, c'est le socle de l'unité nationale. L'armée, c'est le défenseur de l'intégrité territoriale de notre pays, et l'armée, c'est la protectrice des populations et de ses biens. Notre présence dans ces forums témoigne de notre disponibilité à répondre à tout moment, à toutes vos sollicitations. N'hésitez pas de faire appel à nous. La procédure, les doyens la connaît, c'est d'écrire au chef d'état-major général. Et la note a été envoyée, je n'ai reçu cette note qu'hier. Le chef d'état-major général ne l'a pas traitée, puisqu'on me l'a envoyé pour des avis. Lui n'est pas là, c'est son agent qui me l'a envoyé. Et moi, je l'ai appelé directement à partir de Kisangani séjour. Il m'a dit, sans souci, allez-y. Et je suis là. Il nous a été demandé de communiquer d'échanger avec vous sur la communication de guerre et les défis de la guerre hybride. Et comme vous le savez, la communication, selon Jean-Claude Abric, est devenue l'un des thèmes centraux de nos sociétés contemporaines. Les armées traditionnellement grandes et muettes se sont mises à communiquer elles aussi. Toutefois, nous devons savoir que la communication opérationnelle ou la communication de guerre ne date pas d'aujourd'hui. Elle est liée à l'existence des affrontements armés entre groupes d'humains et a toujours existé de plusieurs manières.
Pour aujourd'hui, notre brève intervention va s'articuler autour des points suivants. Il y a le premier point, c'est d'abord le lien entre la communication et la guerre. Ensuite, nous allons survoler la notion de communication publique, branche de la communication dont fait partie la communication des armées, c'est-à-dire la communication opérationnelle ou la communication de guerre. Et le troisième point sera consacré aux explications sur la communication publique des armées, appelée aussi communication opérationnelle ou communication de guerre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le quatrième point sera consacré à la guerre hybride et aux défis qu'elle impose à la communication opérationnelle. Et d'ailleurs, le président Issessak l'a abordé tout à l'heure. Nous allons terminer par parler de la communication au sein des forces armées, comment elle est organisée et quelles procédures utiliser. D'abord, les relations entre guerre et communication. Dans cette partie, nous allons brièvement esquisser le lien entre la communication et la guerre, avant d'aborder les autres aspects que j'ai évoqués tout à l'heure. La relation entre guerre et communication ne date pas d'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure. De tous les temps, la guerre et la communication cohabitent ensemble. La légende que vous connaissez de Marathon, ville grecque, où se serait déroulée une célèbre bataille entre Grecs et Perses en 490 avant Jésus-Christ, en est une parfaite illustration. Philippides aurait couru de Marathon à Athènes sur une distance de 42,195 km pour annoncer la bonne nouvelle de la victoire des Grecs sur les Perses. Immédiatement après avoir annoncé la nouvelle, il meurt épuisé. Philippides devient alors à la fois le premier messager de guerre, le premier outil de communication de guerre et le premier communicant militaire. Comme on peut le constater, la guerre et la communication ont toujours fait bon ménage. Stratégie d'action politique par excellence, comme l'a établi Clausewitz, la guerre a toujours été étroitement liée à la communication. Pour le général Benoît Royal, le général français Benoît Royal, l'histoire des peuples foisonne d'exemples d'utilisation de la communication sous ses différentes formes à des fins militaires. Sur certains faits, ils font saillance plus que d'autres dans la mémoire collective, écrit-il, c'est parfois moins leurs conséquences sur la destinée de peuple qui en est à l'origine que la façon dont ils ont été rapportés. Pour la petite histoire, l'apport de la communication à la guerre a commencé sous la forme de la propagande. Et cette propagande continue jusqu'à aujourd'hui. La propagande n'a pas disparu. Ainsi, pour Hervé Couto-Begari, la propagande elle-même est aussi vieille que la guerre. La recherche de la gloire et l'appétit de conquête et de rapine des souverains à l'image de Louis XIV, surnommé roi des gloires, les ont amenés à recourir à la propagande pour asseoir leur notoriété.
La recherche historique récente la recherche historique récente souligne Couto-Begari, a bien montré que le comportement de Louis XIV n'est guère différent de celui des autres souverains de son temps, de l'époque antérieure et des siècles qui ont suivi son époque. D'Alcibiade, qui a précipité Athènes dans la désastreuse expédition de Sicile, à Mussolini et à Hitler, ils sont tous obsédés par la soif de la reconnaissance internationale. En dépit du devoir et des valeurs de retenue, des mesures et des discrétions exigées aux hommes politiques et aux militaires, insiste Couto-Begari, ce genre de comportement persiste à notre époque. Nous l'avons vu avec Saddam Hussein, d'autres continuent encore aujourd'hui. La communication propagandiste se charge d'amplifier et de diffuser les hauts faits d'armes du souverain et du guerrier. Il y a plus de 30 siècles, Ramsès II faisait complaisamment inscrire sur les colonnes des temples le récit de ses campagnes victorieuses sur les Hittites, couronnées par l'éclatante victoire des Kadesh. En temps de crise ou de guerre, l'important pour la propagande étant d'avoir un effet immédiat sur l'opinion. Et à ce sujet, les Rwandais l'ont compris plus que nous. Et chaque fois, nous allons revenir lorsque nous allons parler de la guerre hybride, ils inondent les réseaux sociaux, les médias, des informations, comme l'a dit le président du CESAC tout à l'heure, pour le contrôle de l'opinion, pour nous égarer à tous égards. Une autre légende est celle du nœud gordien associé à Alexandre le Grand. Du conflit dans l'Est de la RDC, c'est bien les génocides rwandais. Bien après les génocides, il nous a été demandé par la communauté internationale d'ouvrir nos frontières et d'être un secteur hospitalier pour les Rwandais qui étaient en souffrance, parce que les génocides, il faut le dire, c'était d'une violence innommable. Comment imaginer qu'en 100 jours, 3 mois, on a tué 800 000 Tutsis et Hutus modérés par d'autres Rwandais, parce que les génocides, l'idée d'abord rwando-rwandais, c'est pas être un négationniste que de dire la vérité telle qu'elle est. Et donc, lorsque vous regardez la situation qui revient en République démocratique du Congo, qui, je dois le rappeler, dans les années d'avant, était considéré comme le pays qui assurait une certaine régulation, une certaine stabilité de la région. Moi qui vous parle comme parlementaire, j'ai eu l'occasion de faire de CEPT la CEPGL. 80% des dépenses qui étaient supportées par la CEPGL étaient des dépenses qui étaient supportées par les bailleurs de l'époque. Et même au moment où nous parlons, je crois qu'il y a une partie du courant du Rwanda et du Burundi qui viennent à son âge de la Russie parce qu'il y a des projets communs, transfrontaliers qui ont été étudiés à l'époque dans l'objectif de connecter les populations, parce qu'on le veut ou pas, nous sommes condamnés à vivre avec les Rwandais comme des voisins. Et donc, lorsque nous, en parlant de narratif, justement, nous disons qu'il faut isoler les régimes rwandais du peuple rwandais, c'est crucial parce que ici, on ne peut pas se faire la guerre de manière définitive, et il faut bien qu'au-delà de ce qui se passe aujourd'hui, que dans les jeunes Congolais qui grandissent, que nous ayons cette idée de savoir qu'un jour nous devons vivre en harmonie avec le peuple rwandais. Et donc, et pour en venir aux raisons de la guerre d'aujourd'hui, en ses débuts, le président Kagame, dans son narratif mensonger, parce que c'est aussi un aspect de ces guerres, le Rwanda, c'est l'empire du mensonge.
l'empire du mensonge, parce que lorsque vous regardez le narratif ou le côté que le président Kagame porte à l'international, il ne ressemble en rien au côté qu'il incarne dans son pays, ni ce qu'il fait en République démocratique du Congo. Pourquoi nous disons que le Rwanda c'est l'empire du mensonge? Parce que aujourd'hui, le monde entier dit qu'il y a de tout en aide à RDC sauf le gouvernement, sauf son président. Et donc ça veut dire aussi qu'il y a un problème de narratif qui doit être vraiment assumé de l'autre côté. Donc il nous disait qu'au Congo, nous avons trois problèmes. Le premier problème, il dit que nous avons des réfugiés congolais au Rwanda, que nous avons abandonnés. La deuxième chose, il nous dit, et c'est là aussi même le point sur lequel nous devons tous nous mettre d'accord, il dit qu'en RDC, il y a un discours de haine. Un discours de haine qui stigmatise les Tutsis ou les Banyamulenge, et que lui se présente comme le protecteur de Banyamulenge, et que même s'il y avait des problèmes de Banyamulenge ici en République démocratique du Congo, il se donne le droit d'intervenir. Et le troisième point, le troisième prétexte, il parle des FDLR, de Force démocratique pour la libération du Rwanda. Et donc nous, dans le cadre du travail que nous avons commencé, d'ailleurs que nous avons fait avec tout le monde, les générales et qui étaient ici présents, nous avons déconstruit dans la guerre justement du narratif chacun de ces lignes mensongères. Première chose, il existe plus des réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Parce que justement, avec l'afflux massif de réfugiés rwandais dans les années 90, 94, il y en a qui ne sont jamais repartis. Et nous sommes allés, parce qu'il fallait déconstruire ces discours mensongers, nous sommes partis des tribus de la diversité du pays. Nous avons évidemment des conflits de nature communautaire. Mais si vous regardez les Iraka, ici, à l'entrée de Kinshasa, c'est un conflit qui est violent. On en avait récemment entre les Ngolais et les Ngola, mais il n'est jamais du devoir d'un État voisin de penser qu'il peut régler un problème communautaire dans un